C'est bizarre de parler de choses intimes comme ça et que ça va être publié à des gens. Genre, tu sais, tu peux pas te cacher. D'habitude, quand je fais des chroniques, je me cache derrière des faits, des vraies études de texte. On s'en branle un peu de ce que je pense en soi. Ouais, mais c'est tout le principe, là, de ce qu'on fait. Oui, bien sûr, mais c'est très drôle. Genre là, tu vois, je suis dans mon plaid, on papote, on va parler de sujets. Mais est-ce que le monde a besoin de ça, tu vois ? Bienvenue à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine une question ou un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément en moins de 30 minutes. Dans ce tout premier épisode de The Melting Pot, on va parler des lettres que l'on s'est fait au nous d'il y a 10 ans. On va parler de ce que l'on peut retirer de ces lettres, de l'importance de faire ce type de bilan pour d'une part s'apaiser mais également se rendre compte du chemin parcouru. On va également parler de la pression qu'on peut ressentir ou qu'on a pu ressentir à devoir être atypique ou spécial et qui prévaut toujours dans la société dans laquelle on vit. On va également parler de harcèlement scolaire et aussi du rapport à l'autre. Je tiens à préciser que les discussions que l'on va tenir sont bienveillantes. On essaie au maximum d'être ouvert d'esprit et le but est avant tout de s'instruire et de tenter d'avoir des discussions spontanées sur un sujet donné complètement au hasard. Donc si vous avez le moindre point que vous souhaitez approfondir ou sur lequel vous avez des précisions à ajouter, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ou via notre Instagram The Melting Pot. Bonne écoute! Par moment, j'ai mis des sujets, puisque parfois on avait des private jokes ou juste une vanne qui venait. Oui, ou un truc que j'ai entendu, que j'ai lu vite fait hors contexte, je l'ai écrit, mais exactement dans le pareil. contexte ça faisait sens, mon idée, et c'est après ça. hors contexte, j'ai plus du tout les choses que je voulais dire autour. Exactement. Et 10 jours après, t'es là genre mais pourquoi j'ai mis ça ? Et du coup, c'est vrai que là, c'était un peu stérile. Ouais, ça reste intéressant. Du coup, salut à tous, vous êtes bien dans le nouvel épisode de The Melting Pot. Je suis toujours avec mon amie Pauline Perrier. Et j'aimerais te demander en fait d'abord pourquoi t'as bien voulu participer à ce projet de podcast, de premier podcast. Parce que tu me l'as demandé. mais surtout parce que j'ai trouvé le concept hyper intéressant de pouvoir parler avec un temps limité sur un sujet un peu random et de manière spontanée, vraiment sans rien préparer en amont, sans avoir fait de recherche, sans prendre 10 minutes une fois qu'on a tiré le sujet pour noter des idées et d'avoir ce côté d'entraînement en fait de son esprit, ce qu'on fait pas assez souvent, je pense. Et aussi parce que je te connais. Je sais qu'on a des avis qui divergent sur beaucoup de choses et qu'on a toujours réussi à avoir des débats qui étaient assez sains et construits, et je pense que ça peut être intéressant. Et le dernier point, c'est le fait je trouve ça intéressant de donner la parole à des nanas lambda qui sont pas engagées dans des assos pour des causes ou je ne sais quoi, et de montrer que on peut avoir des avis assez modérés et de reprendre un peu ce pouvoir qui est pris par des nanas beaucoup plus extrémistes et qui vont parler sur certains sujets. Donc nous, on a des choses, je sais, on a un petit pot là dans lequel on note un peu toute la semaine des idées. Donc ça peut être un mot, ça peut être une question. Et ça peut être des choses légères, ça peut être des choses qui nous ont travaillé dans la journée, donc des sujets un peu plus graves. Et j'aimais bien l'idée de parler sans être quelqu'un d'extrémiste. Et je tiens à préciser qu'évidemment, on ne s'est pas dit les sujets à l'avance, on a écrit. Et on n'a aucune note. Hein. On ne triche pas, on n'a aucune note. Et du coup, je te propose de pas trop attendre et de piocher le sujet. Allez, je vais faire de l'ASMR. La pire chose. Je connais ton écriture. Oh là là, ça va être un enfer. Oh, j'aime beaucoup. Lettre à mon moi d'il y a 10 ans. Oh. Pourquoi t'as choisi ce sujet ? Parce que je pense que j'ai toujours eu ce truc de... j'ai toujours été plutôt pessimiste dans la vie. Et du coup, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, si je pouvais me parler à moi au collège, je lui dirais... Putain, fais pas ça, t'aurais dû être comme ci, t'aurais dû être comme ça, parce qu'il va t'arriver ce truc, ça va être chiant et tout. Et en fait... ouais, donc toi, en fait, tu voulais lui parler pour lui flinguer le moral, quoi. Il y avait pas de pep talk. C'est vraiment non, mais parce que tu vois, aujourd'hui, je me dis, c'est cool, j'ai pas suivi le groupe, et encore que le groupe, faut voir ce que c'est, hein, mais je veux dire, j'ai pas suivi ce que je représentais comme étant le groupe, les populaires, les gens qui font tous la même chose, ou en tout cas voilà. Et finalement je me disais putain, je devrais me parler et me dire franchement va avec eux et tout, tu vas te sentir moins seul, tu vas moins galérer à l'école et tout, tu vas moins avoir ce sentiment de solitude, tout ça.
Et à un moment donné, genre, je me suis posée là en début d'année et je me suis dit, mais c'est... genre, jamais j'irais lui dire ça à mon moi d'il y a 10 ans. Mon moi d'il y a 10 ans, je lui dirais, mais dans pas longtemps, tu vas voyager, tu vas aller dans... Enfin, tu vas vivre plein de trucs, tu vas parler d'autres langues, tu vas rencontrer des gens que jamais t'aurais pu rencontrer si t'avais pas décidé de prendre ce chemin qui avait l'air un peu bizarre. Et du coup, je sais pas, je voulais saisir l'opportunité pour tourner ça dans un truc un peu positif. Je précise pour les auditeurs qui ne te connaissent pas que Mélanie parle coréen couramment. Elle a le thaï aussi, en cours d'apprentissage toujours. En beau cours d'apprentissage, hein, parce que ouais, mais quand même, c'est une on est sur un je sais commander au restaurant. Hein. c'est très important. Avec ça, tu survis, donc. mais c'est quand même, oui, c'est un beau parcours et qui est quand même assez atypique. Exact. Et atypique, on se rend compte que c'est bien que des années après. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'atypique, c'est devenu random aujourd'hui. Tout le monde veut être atypique. Tout le monde veut être un introverti aussi. Parce que nous, quand on était au collège, on était un peu des victimes parce qu'on était introvertis. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tout le monde se revendique un peu asocial, un petit peu hors de la norme. Je trouve que ça, c'est aussi beaucoup présent dans le monde du travail, tu vois. Par exemple, quand on cherche un candidat, on va pas on pourrait par exemple chercher un candidat, ok, c'est un poste de marketing, ok, bah vous devez être bon en marketing, tu vois, à la base. Non, on va chercher quelqu'un qui a le truc en plus, qui a machin en plus. Du coup, ça force les gens à essayer d'être ce truc un peu spécial, sauf que comme on réclame ça de tout le monde, bah, tout le monde veut devenir comme ça, et donc tout le monde devient atypique. Je pense qu'il y a, dans le travail, je trouve qu'il y a beaucoup ça. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a le travail qui l'exige un petit peu, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a un peu perdu la notion de communauté. On est un peu rattaché à rien et du coup je pense qu'on essaye vraiment de se démarquer parce qu'aujourd'hui les gens sont un peu gavés d'images d'influenceurs, de choses comme ça où en fait les gens ont réussi un peu à partir de rien et il faut avoir sa marque en fait. Un grand coup de et du coup citation. C'est ça et de placement de produits en fait les gens sont devenus des panneaux publicitaires et ils s'en rendent pas compte. Et je pense qu'à ce côté, il faut être atypique parce que comme on est un peu rattaché à rien, on va essayer d'exister d'une certaine manière et de trouver son identité comme ça. Et puis avec un peu de chance, on va rassembler des gens autour de nous. Mm-hmm. C'est un peu l'impression que j'ai. Je pense que il y a beaucoup de facteurs, mais je pense que c'est un peu l'impression que j'ai. Et du coup, tu t'es déjà fait, toi, cette réflexion de qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune et est-ce que ça a changé ? Ouais, c'était il y a 1 an ou 2, je crois. J'avais fait une lettre sur mon blog, celle que j'étais il y a 10 ans. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est très cliché en vrai de faire ça, mais ça avait apaisé pas mal de choses en moi. T'avais quel âge il y a 10 ans ? Et quel âge ? J'avais 14 ans. Ok, moi j'en avais 15. Et du coup, peut-être que ça a changé. Ah oui, il y a 15 ans, ouais. Enfin, quand j'avais 15 ans plutôt. Je veux dire, entre la lettre que j'avais écrite il y a 2 ans et... Elle était sur quel ton, la lettre que t'avais écrite, genre... Elle était moi c'était très négatif avec le recul, ce que j'aurais dit à mon moi d'il y a 10 ans, c'était un peu le truc de crainte et de mets-toi dans les cases, mais est-ce que toi t'avais un peu ce truc Non, c'était très positif, très bienveillant. Mm-hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont allergiques à ce mot, mais pour le coup, je pense que c'est important de l'intégrer un peu. Mais non, c'était très en douceur et vraiment parce que je sais que j'étais une ado assez angoissée, qui avait vraiment peur de ne pas atteindre. J'avais beaucoup de rêves dans la tête, mais je venais d'un petit village. Il y avait pas, on n'a jamais trop voyagé avec ma famille. Enfin, j'étais un peu enfermée dans cette boîte et je tournais en rond. Dans cette boîte non, mais dans ma chambre et je tournais en rond. Et j'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose qui existait au-delà du village. J'en rêvais beaucoup. C'est pour ça que j'écrivais beaucoup, que j'imaginais des histoires. Enfin, c'était vraiment ma manière à moi de me dire, il peut se passer des choses dans ta vie. Mais du coup, ouais, c'était un ton assez bienveillant. Pour lui dire genre lâche pas le morceau quoi, je te promets que là toutes les heures que tu passes à écrire des histoires, à te renseigner sur le monde de l'édition, à faire des erreurs, pareil à pas forcément aller aux soirées j'avais des amis qui étaient très gentils en fait, on était un groupe très mignonné. C'est typique des villages. C'est ça, et puis même moi j'ai eu mon premier copain super tard, j'étais pas du tout dans les mêmes préoccupations que les autres ados en fait, j'étais très très dans les livres, j'étais un peu pareil. Et du coup de lui dire t'inquiète quoi, à un moment donné tout ce que t'es en train de faire là ça va payer et aujourd'hui j'échangerai ma vie mais pour rien au monde. Et tu penses qu'il y a un intérêt à... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à se faire ce genre de lettre à soi-même d'il y a 10 ans ? Genre,
c'est un exercice que tu conseillerais de faire aux gens ou qu'est-ce que tu vois comme intérêt? J'ai un peu l'image, tu sais, des psys qui disent et alors, votre enfant intérieur parlez-lui. Non, mais tu vois, genre moi je me suis pas vraiment fait de lettres. Je me suis pas écrit de lettres, mais c'est juste un truc où tu sais, tu te visualises un peu ton petit toi devant toi et moi je pense que je la visualisais très triste. Ouais. D'être toute seule, très triste, parce que moi je dessinais beaucoup, j'écrivais pas, mais je dessinais beaucoup dans ce même principe de je suis dans un petit village, je veux m'évader, exactement. Et j'étais un peu dans ce truc aussi, et je me sentais très très seule justement de pas avoir les mêmes préoccupations que les ados que je pouvais fréquenter, tu vois. Et du coup moi quand je la visualisais cette petite Mélanie, tu vois, j'étais très triste et des fois je me disais ok, arrête ce que tu fais, va avec les jeunes, franchement amuse-toi parce que t'es même pas sûr que ce que tu fais ça va payer. Maintenant ça a changé, hein. C'est une réflexion pour moi qui a complètement changé, mais du coup je me demande, enfin je sais pas l'intérêt que toi tu trouverais à faire ça. Bah, de l'avoir fait, je pense que ça a apaisé parce que je pense que dans le besoin de toujours être en mouvement, toujours avoir un projet, toujours viser plus haut et vraiment d'avoir ce mot réussir imprimé dans la tête en permanence et qu'il y avait ce côté tu peux pas être heureuse tant que t'as pas coché toutes ces cases-là. Je pense que d'écrire cette lettre, ça m'a permis aussi de faire le bilan et de me dire putain, je crois que je l'ai fait quand j'avais 23 ans moi. Et de me dire, bah là, tu travailles à ton compte depuis 2 ans, t'es en train de valider un Master 2 qui est assez cool, tu t'as déjà publié 2 romans, enfin voilà, de me dire tout ça, enfin les romans, moi je pensais que jamais je serais publiée. Il faut savoir que quand j'ai démarché les maisons d'édition, j'avais 19 ans, avec un roman que, bon, c'est un roman de quelqu'un qui avait 19 ans et qui l'a écrit en 2 mois, mais qui m'a permis de mettre un pied dans le... le pied à l'étrier. Mais vraiment, c'était de me dire, bah, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Ils vont me dire non. Et puis, une fois que je me serais mangé plein de refus et que j'aurais bien niqué mon ego, je vais me concentrer sur les études et puis j'irai faire comme les autres. J'irai bosser chez Nestlé ou chez Chanel ou enfin voilà, parce que je fais une école de commerce, donc c'est vraiment ce qu'on nous vend, quoi. Il faut rêver d'aller vendre des céréales ou des croquettes ou je ne sais quoi. Et puis, manque de peau, il y en a 2 qui m'ont dit oui. Là, je me suis dit, j'avais pas prévu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être autre chose qui peut exister en dehors de tout ce qu'on me présente. Et en fait, j'osais pas en rêver parce que, gros syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est difficile de se sentir légitime dans ce qu'on fait, surtout quand on est jeune. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, je le fais. Mais en fait, souvent, j'ai fait les choses en me disant, mais comme ça, tu vas te casser les dents. Et puis après, tu verras. Mais tu pouvais pas ne pas les faire, tu vois. Mais en fait, je pense que peut-être que c'était l'ego qui était en jeu et j'avais besoin de me prouver des choses. Peut-être que c'est juste que j'étais trop passionnée et que ça me prenait vraiment trop aux tripes pour laisser passer. Parce que j'ai essayé, hein, j'ai eu des périodes où j'ai pas écrit, mais j'y reviens toujours, en fait. C'est vraiment le truc qui est trop fort chez moi. J'arrive pas à passer à côté. Ok. Et du coup, tu penses que tu vas en refaire des lettres à toi d'il y a 10 ans? Je pense que c'est un truc que tu vas faire régulièrement, genre comme un genre de, tu sais, un bilan de l'année, sauf que c'est un bilan que tu fais pas tous les ans. Je sais pas comment m'expliquer, mais je pense que je le ferai. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, si je regarde la fille que j'étais à 19-20 ans, clairement aujourd'hui, je serais pas amie avec elle. Je pense qu'elle a été nécessaire pour me construire, mais justement ce que tu disais, tu vois, de vouloir aller avec les autres, d'être populaire. Moi, je l'ai eu en fait quand je suis rentrée en prépa, où en fait j'ai eu beaucoup d'attention sur moi d'un coup, parce qu'il y avait très peu de filles. Et c'est un peu con, hein, mais moi j'étais pas habituée à tout ça. Et en fait, même si je faisais rien parce que j'étais dans mes études, et voilà, j'ai pas eu une vie débridée, mais cette attention-là m'a donné un sentiment un peu de pouvoir. Et je pense heureusement que j'ai pas ce tempérament-là parce que je pense que il y a des personnes que ça peut faire un peu vriller. Mais du coup, en fait, pour rester la fille populaire, j'allais beaucoup plus aux soirées. J'ai mis l'écriture de côté. J'ai pas, je montrais pas trop les références geeks ou les trucs comme ça. J'essaie vraiment d'être la fille populaire comme je pouvais en avoir l'image de base. De camoufler le truc. Ouais, c'est ça, de mettre un manteau toujours hyper apprêté, toujours. Je me mettais beaucoup de talons alors que ça me défonçait les pieds. Des choses. Ouais, je pense que j'ai essayé de jouer le rôle de la petite femme parfaite et de mettre un peu de côté ce qui faisait que j'étais moi en fait. Et que finalement, parfait, c'est ce qui est parfait pour toi, pas pour le monde. Ouais, et puis je pense
Je pense qu'il faut pas rester sur des trucs négatifs, tu vois, genre quand tu sais, tu dis tu serais pas amie avec la toi plus jeune, et moi ça me fait un peu penser au fait que moi je voulais juste, enfin quand je me suis fait ma première lettre à moi d'il y a 10 ans, je voulais lui dire de ressembler aux autres pour être tranquille. Ouais. En fait, maintenant avec le recul, je me dis juste parce que moi j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire quand j'étais au collège et au lycée. Okay. Mais un peu vénère, un truc assez chiant. Et en fait, je pense que quand j'ai fait ma lettre à moi d'il y a 10 ans, c'est juste que je voyais juste les pleurs, je voyais juste les coups, je voyais juste les trucs comme ça, et tu te dis, en fait, comme tu peux souhaiter ça à personne, tu veux pas te le souhaiter à ton toi du passé. Or, le truc dont tu te rends compte plus tard, c'est que si j'avais pas subi ça, je pense que je serais pas aussi altruiste, je serais pas aussi, alors pareil, j'aime pas trop ce mot, mais bienveillant. Oui. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas fait parce que j'aurais pas eu cette confrontation à me dire ah ouais, ok, la vie peut être dure comme ça, donc faut pas être dur avec les autres comme ça. Du coup, je pense que c'est aussi ce qui fait que mon rapport il a un peu changé. J'avais un peu de la pitié pour moi-même, je pense, avant. Bien sûr. Et du coup, maintenant, j'ai un peu plus de la fierté de me dire t'as traversé tout ça, c'était dur, tu vois. De te dire quand même, t'as été résiliente. Alors c'est un mot qui est très à la mode là depuis un an, mais en fait c'est vrai, il y a des réalités qui exigent cet emploi. Et ouais, putain, c'est quand même pas rien le harcèlement scolaire. Enfin, il y a quand même des gamins très jeunes. Hein. Je pense à une jeune fille de 11 ans, Eva, qui s'est suicidée. Enfin, 11 ans, quoi. T'es un gamin. Moi, 11 ans, je joue à la poupée. Ouais, pareil. Donc ouais, je pense que c'est des réalités. Et ouais, il y a de quoi être fier quand tu te rends compte de tout ce que t'as parcouru et quand tu vois d'où tu viens. Ok. Et du coup, là, tu lui dirais quoi à toi, il y a 10 ans? Je lui dirais que ça va bien se passer. Non mais c'est con, mais je lui dirais genre... C'est concis, mais je pense que ça peut lui faire plaisir. Ouais, c'est de se dire en fait je change pas, c'est pas grave, c'est un peu bizarre par moment, c'est pas grave si à un moment donné tu vas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, parce que ça va te permettre de trouver qui tu es, parce que finalement ce sont ces petits rôles qu'on essaye qui nous permettent de voir ce qui nous va, ce qui nous va pas. Je pense qu'on est dans notre vie sociale, on a plusieurs masques de toute façon en fonction d'avec qui on est, il y a des nuances, bien sûr, qu'on va pas... Alors, il y en a qui deviennent des personnes totalement différentes. Je pense pas que ce soit le sujet, mais je pense qu'il y a des nuances qui s'appliquent en fonction de qui on est. Des tenues qu'on met, qu'on enlève. C'est ça. Et je pense qu'elles sont toutes nécessaires. Et que quand on est jeune, notamment adolescent, c'est encore plus fort, en fait. C'est encore plus ancré parce qu'on essaye tout. Et on essaye vraiment de se dire, ok, cette fois, c'est la bonne. Ouais, et ça l'est pas. Avec ça, c'est sûr. Et on y croit à chaque fois. Avec ce nouveau Saki Pack, c'est sûr, c'est la bonne. Mais c'est ça, hein, ça peut, les marques, les choses comme ça. Moi, je me souviens, j'avais plein de fringues qui venaient, c'était la voisine qui nous les filait. Et ça, c'est le truc des villages, quoi. Ah ouais, non, on a porté les fringues, mais de tout le monde. Et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a parce que c'est un thème qu'on aime plutôt bien toutes les deux, du coup je me posais la question, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à la toi d'il y a 10 ans qui t'a peut-être un titre qui t'a changé, tu vois, où tu lui dirais si tu lis ça tu vas voir certaines choses de la vie différemment. Enfin, en tout cas, je sais que moi les livres ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a beaucoup provoqué de déclics, parce qu'en plus c'est un moment que je passais seule avec moi-même, tu vois. Et donc, du coup, je me demandais, comme toi, tu lis peut-être même plus que moi. Du coup, je me posais la question si t'avais... Il y a un livre que j'ai découvert justement l'année de mes 23 ans. Ok, c'est quoi? Et c'est Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes. Et c'est vraiment le livre, mais que je vends à tout le monde. Et lisez-le. Je l'ai même offert à mon kiné, s'il te plaît. Tellement je l'aime. Et pourquoi ce livre-là en particulier, t'aimerais le conseiller à la toi d'il y a 10 ans? Parce que c'est un livre qui... alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Charlie, qui a un débile mental, donc au sens clinique, pardon, et qui va subir une opération pour augmenter son QI. Et l'opération a marché sur une souris qui s'appelle Algernon, et elle a duré. Et donc, vu que ça a duré sur la souris, maintenant ils essayent avec lui. Et en fait, tout le livre, c'est son journal intime, ce sont des comptes rendus. Ça commence, c'est bourré de fautes d'orthographe. Je me souviens, j'avais chopé ce livre dans un troc au livre. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin, je l'ai reposé. Et donc j'y suis revenue plus tard quand j'étais en Thaïlande justement. Donc c'était la première fois que je faisais un gros voyage. J'étais à 10 000 km de chez moi. Je suis partie pour 7 mois pour bosser. Et
Et du coup, quand j'ai commencé, je lui ai donné la chance, malgré les fautes, malgré l'absence de ponctuation, et en fait, ce qui est exceptionnel dans ce livre, c'est qu'au fur et à mesure des comptes rendus, donc il y a l'opération qui est faite, on va voir l'orthographe s'améliorer, on va voir la ponctuation apparaître, on va voir les idées qui s'organisent, et on va voir les émotions qui arrivent à être identifiées. Et on va voir que au début, il a ce côté très bené, où il est content de ses collègues à la boulangerie, tout le monde rigole avec lui, alors qu'en fait les gens rigolent de lui, mais lui il est content. Et puis en fait il commence à devenir intelligent, il commence à avoir un raisonnement qui se met en place, et il se rend compte que le monde est super cruel et que c'est atroce. En fait, quand il était idiot, il voulait absolument être intelligent, et maintenant qu'il est intelligent, il se rend compte de... Presque qu'il aimerait redevenir idiot, quoi. Non, pas du tout, il y a pas ce... Je l'ai pas lu, moi. Enfin, je connais l'histoire, mais je l'ai pas lu. En fait, c'est pas tant qu'il voudrait redevenir idiot, parce que il ingurgite une quantité incroyable de livres. Enfin, ce cerveau, il essaye vraiment de lui donner tout le potentiel et de rattraper tout ce temps perdu. Mais il y a une solitude et une tristesse, et ça te prend vraiment au trip, et tu te rends compte que finalement, en fait, quand il était bête, il était peut-être plus heureux que quand il est devenu intelligent. Parce que il avait une vision beaucoup plus simple, en fait, où il voyait quelqu'un rigole, il rigole parce qu'il est heureux, donc lui aussi il est heureux. Il se rendait pas compte de la méchanceté du monde. Du coup, pourquoi tu veux te conseiller ce livre ? Genre, je trouve ça assez cruel comme conseil. Genre, c'est quoi la morale que tu veux, la morale que tu veux donner à ton toi d'il y a 10 ans, c'est sois pas trop intelligent parce que tu vas te rendre compte que le monde est cruel et ça va être horrible. J'ai pas la prétention de dire ça, mais ce serait juste de se dire que en fait, je pense que ce serait plus un regard d'empathie, de se dire... je pense qu'il y a des raisons un peu perso du fait que je me conseillerais ce livre, mais je pense que c'est aussi le fait de peut-être de pas toujours en demander plus. Parce que lui, il a voulu changer qui il était, il a voulu devenir une autre personne, en fait, parce que du coup, c'est plus du tout le même au début du roman et au milieu et à la fin. Et de pas essayer de pas toujours viser l'excellence et le plus, et d'aller plus loin et plus fort, et donc, parce qu'on n'est pas forcément... truc d'humilité un peu, non ? Oui, déjà, et puis de se dire qu'en fait on n'est pas forcément plus heureux quand on a tout. Mais du coup, oui, en tout cas, je sais que c'est un livre qui m'a fait énormément de bien quand je l'ai lu à 23 ans et que j'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce livre-là qui aurait pu me permettre peut-être de mieux comprendre le monde aussi. Et pourquoi je te raconte ça ? Oui, et en fait, j'avais beau avoir des groupes, j'avais quand même souvent le sentiment d'être seule, mais en fait, quelque chose que j'avais mis dans ma lettre justement à mon moi d'il y a 10 ans, c'était arrête de penser que t'es la seule à te sentir seule. Parce que la vérité, c'est qu'on se sent tous seuls. C'est souvent un truc qu'on a quand on est jeune d'ailleurs, de penser qu'on est seul à être seul, alors qu'en fait on est tous plus ou moins nous-mêmes avec notre crise identitaire. Et... C'est une phase qui est difficile pour tout le monde en fait. Même le mec populaire où tu dis j'aimerais bien être comme lui, comme ses potes et tout. Même eux, ils ont leurs problèmes. En fait, on est tellement auto-centré quand on est ado qu'on se rend pas compte de ça. Et du coup, ouais, je pense que c'est pour ça que j'aurais conseillé ce livre, de me dire d'avoir un peu cette empathie-là, et peut-être d'identifier. Mais aussi de me rendre compte que, en fait, ça, c'est quelque chose qui est partagé, quoi. Si les gens écrivent des livres à ce sujet-là, c'est que c'est un thème universel. Bien sûr. Ok. Et toi, t'aurais conseillé quel livre ? Alors moi, en fait, j'aurais conseillé un livre que j'ai lu super tard et pourtant c'est mon livre préféré au monde, je pense. Moi, j'aurais conseillé à mon moi d'il y a 10 ans de lire Le Petit Prince, en fait, de Saint-Exupéry, parce que en fait, le truc que j'ai eu, moi, quand j'étais il y a 10 ans, c'est que comme j'étais tellement persuadée que la solitude, ok, c'était pour moi, ok, je pourrais jamais appartenir à ces groupes, machin et tout, et j'avais un peu développé une crainte des autres et puis aussi un jugement sur les autres, tu vois. C'était peut-être moi le problème. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je les ai tout de suite catalogués tous comme étant les autres, tu vois. Et ce que j'aime bien avec le livre du Petit Prince maintenant, c'est que ça t'apprend aussi à juste suivre ton cœur et tes émotions au lieu de toujours trouver une raison à tout d'exister. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai pas assez fait quand j'étais jeune. J'ai toujours essayé de trouver des raisons à tout, des raisons à pourquoi les gens voulaient peut-être pas être avec moi, les raisons de pourquoi moi je voulais pas être avec eux, les raisons de pourquoi j'aimais pas aller en soirée, pourquoi j'aimais pas les garçons très très jeunes, enfin en étant très très jeune, tu vois.
Et je me dis, peut-être que si j'avais juste suivi mon cœur en me disant, ok, moi j'aime juste dessiner et je suis pas dans le délire, et peut-être que je l'aurais mieux vécu, tu vois. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est un livre que je conseillerais. C'est très classique, hein, mais du coup, je l'ai lu tard, puisque je l'ai lu il y a 10 ans, j'avais 14 ans. Du coup, j'ai dû le lire à, je pense, facile 17-18 ans, quoi. Ouais. Moi, on me l'a offert pour mes 20 ans. Et j'ai beaucoup regretté aussi de ne pas l'avoir lu avant. Et je pense que ça fait partie de ces livres qu'il faut relire régulièrement, c'est-à-dire tous les 2-3 ans. Le sens change complètement. Ouais, c'est un conte philosophique, c'est pas qu'un conte, quoi. Du coup, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir lu enfant aussi, parce que je me demande vraiment ce que ça peut t'apporter de le lire régulièrement. Et pour rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était super intéressant, c'est moi et les autres. Et ça, je pense que quand tu as été un peu victime de certaines choses quand tu es ado, il y a vraiment ce côté où tu as l'impression que le monde t'en veut. Oui, complètement. Et en fait, quelque chose qui est intéressant à dire à son soi d'il y a 10 ans, c'est qu'en fait, oui, peut-être que les gens avaient décidé que peut-être que tes fringues n'étaient pas à la mode ou des choses comme ça. Mais c'est qu'en fait, les gens, en soi, en ont rien à faire de toi. C'est juste que t'étais plus faible ou plus sensible ou plus doux et qu'en fait, c'est juste que l'ennemi commun rapproche et que comme eux aussi, ils galèrent à avoir un groupe alors ça excuse pas du tout les brutes scolaires. Nous n'excusons pas du tout le harcèlement scolaire ici. C'est un sujet qui est très grave et je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a tellement de gens qui en ont été victimes. En fait, on a l'impression, mais en fait, toutes les classes ont eu une victime. Donc si tu multiplies par le nombre de classes, de lycées, de collèges, c'est énormément, c'est très fréquent. Mais je pense de juste comprendre qu'on a parfois été un con avec les autres aussi. Et parfois parce qu'on était bien contents que ça change de camp. Je pense qu'il y a une crainte de tous ceux qui harcèlent. Je pense que c'est la crainte qui se cache derrière ça, quoi. Et du coup, tu vas exclure des gens juste pour pas être sa pote et que les autres se mettent pas à s'en prendre à toi. Mais du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à dire aussi à son soi il y a 10 ans, c'est qu'en fait, c'est pas par rapport à toi, c'est juste que les autres, ils essayent tellement fort d'appartenir à un groupe et tellement fort de prendre un peu ce pouvoir, c'est la loi de la jungle. Et que finalement, c'est... Et preuve que ces gens-là, si tu les recroises maintenant... Souvent, ils sont sympas avec toi. Déjà, ou ils te reconnaissent pas. Et en plus, le truc... Alors, je trouve ça... J'excuse pas non plus, bien sûr. Disons que ces gens-là, quand tu les revois, et admettons que tu leur parles de ce que toi, t'as vécu, ils ne s'en souviennent même pas. Ah, mais complètement. Mais parce qu'en fait, c'était épisodique pour... Enfin, c'était anecdotique pour... C'est pas contre... De comprendre, en fait, c'est pas toi le problème. C'est juste que c'est des phénomènes de groupe. Et que tout le monde est tellement paumé et tout le monde essaye tellement de tirer son épingle du jeu que pour pas être la victime, on s'impose comme le plus fort. Et que si toi t'es pas dans ce jeu-là et qu'en fait c'est important de parler de tout ça pour que ce soit pas perpétué et qu'on juste en foute la paix en fait et qu'on trouve d'autres moyens de créer ces groupes. Et je pense que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, les langues se délient à propos de ça. Donc je pense que les nouvelles générations qui arrivent sont plus informées et je dis pas que le problème va être réglé parce que je pense que de toute façon quand t'es ado t'es un petit con. Donc Mais du coup ok, écoute moi du coup je conseillerais en fait à tout le monde de se poser, de se faire de se faire une petite lettre ou une petite réflexion, pas forcément écrite, la lettre on n'a pas tous le temps hein, mais de se faire je pense que c'est bien de le mettre par écrit, de le poser. Ah, tu penses que c'est bien? Le fait de le poser, en fait, quand t'écris, tu sors quelque chose de toi. D'accord, oui, ok, je pense que tu le mets vraiment à plat et puis du coup, tu organises plus, plutôt que d'avoir ce magma là qui reste dans ta tête et je pense que c'est pas mal de l'écrire. Je pense que ça peut être une bonne idée pour tout le monde et moi j'ai hâte de faire ma prochaine lettre à mon moi d'il y a 10 ans, je pense que j'aurai pas mal de trucs à lui dire. Tu lui diras quoi? En une phrase? Le message? Enfin, ou deux, mais le message, ce serait quoi? Je pense que je lui dirais you faked it and you made it. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça pourrait être une bonne phrase. Voilà, c'est ma conclusion. En vrai, c'est pas mal, hein. Je vais fade. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai bien aimé. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez vous abonner à The Melting Pot sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle application de podcast que vous utilisez. C'est ce qui va nous aider le plus et on vous remercie d'avance. À la prochaine!